Record. OK, on va commencer. Donc, bonjour à tout le monde. Pour aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est... OK, j'ai oublié de changer le titre du cours. Mais en fait, le cours va porter sur certains prédicats prédéfinis qui vous seront probablement utiles pour le TP. Les opérateurs, donc comment est-ce qu'on définit les opérateurs en prologue, comment est-ce qu'on peut les utiliser. On va également voir les entrées-sorties et on va terminer par des exercices d'application. Juste avant d'avancer, pour ceux qui viennent de se joindre, je rappelle que pour ce qui est la séance prochaine, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière séance de prologue, donc pour ce qui est de la séance des séances du 6 et du 13 avril, ce sera uniquement des révisions. En particulier, à la séance du 6 avril, ce que je vais faire, c'est revenir sur les notions qu'on a vues que j'ai présentées aux séances 7 et 8, notamment les coupures. Donc, la séance 6 va porter vraiment sur des exercices où je vais essayer de vous expliquer plus en détail la notion de coupure. Puis, la séance 13, ça sera une séance dédiée à la préparation de l'examen du 20. En ce qui concerne l'examen, j'ai eu quelques questions de personnes qui me demandaient en quoi ça va consister. En fait, l'examen, comme j'ai dit, je vais le laisser ouvert pendant 24 heures ou 48 heures, mais une fois que vous aurez commencé l'examen, vous aurez un certain nombre de temps pour le compléter. Maintenant, pour ce qui est du contenu, ça sera vraiment un examen assez light. Donc, je pense même à faire probablement des QCM, puis des petits exercices. Donc, normalement, je ferai un examen qui pourra se faire en 1 heure maximum, mais je vais vous allouer probablement 2 ou 3 heures pour le compléter. Encore une fois, ça sera un examen vraiment pas difficile. J'ai eu une question de quelqu'un qui m'a dit, enfin, qui m'a mentionné que euh, dans les clauses de l'UQAM, avec le COVID-19, il fallait, lorsqu'on donne des exercices à des étudiants de faire à la maison, il fallait leur laisser un minimum de 48 heures. Mais avec le contenu que je prévois, 48 heures, je trouve que c'est beaucoup pour 1 heure d'exercice. Donc, je réponds à ça que c'est plus avantageux pour vous d'avoir un test qui va faire 1 heure de temps, puis je vous laisse 2 heures pour le faire, au lieu de vous laisser un test où vous avez 48 heures pour le compléter, mais qui est beaucoup plus difficile. Donc, j'irai avec la première option qui est un test beaucoup plus facile pendant 1 ou 2 heures que vous aurez à faire durant la journée du 20 avril. Euh, oui, j'ai une question. Quelqu'un demande est-ce qu'on peut avoir un petit examen semblable pour savoir comment ça va être? Oui, la séance du 13 avril est dédiée à cela. Donc, on va préparer l'examen, etc. Je vous demanderai, s'il vous plaît, si c'est possible de le faire par micro. En fait, je ne sais pas quelle est la meilleure des façons parce que je ne sais pas si je devrais lire ou vous deviez me poser la question par micro. Mais bon, je vais continuer à lire. Pour l'assouplissement, rien n'a changé, c'est normal. Je ne comprends pas la question par assouplissement. Euh, Est-ce que vous pouvez prendre le micro pour me poser la question, s'il vous plaît? C'est Kadri ou c'est là? Est-ce que... Ça va? Oui, ça va, merci. Oui, allô? Oui, en fait, je parlais des examens et par rapport au double seuil, tout ce qui s'ensuit. Vous avez envoyé un email, vous disiez comme quoi j'ai fait un Oui. assouplissement, mais il n'y a rien qui dit comme quoi c'est un assouplissement. C'est toujours pareil, il faut avoir 5. Non, la dernière fois, il fallait avoir 50% pour le TP également. Ah ouais? Là, oui, en fait, là, il faudrait juste que vous ayez 50 points sur 100. Il y a certains qui peuvent ne pas avoir fait le TP, mais qui ont 50 points, euh, ils vont réussir. En fait, en gros, l'assouplissement, c'est surtout au niveau du TP2. Et l'examen, comme j'ai dit, je vais le composer vraiment de sorte que ça ne soit pas compliqué pour vous, puisque je sais que vous n'avez pas assisté au cours, je connais les circonstances, donc je sais tout ça. OK. Ouais. OK, on va commencer si vous n'avez pas de questions. Donc, en rappel, ce qu'on va voir, c'est en gros les prédicats qui sont prédéfinis en prologue qui vous seront utiles, les opérateurs, les entrées-sorties, puis on va terminer par les exercices. Donc, en fait, comme premier prédicat
prédéfini qu'on va voir, c'est le prédicat consult. Vous avez déjà tous utilisé ça. En fait, ça permet simplement de loader votre fichier script.pl et de pouvoir manipuler ces fichiers à l'intérieur de l'invite de commande suite Prolog. Donc, vous allez juste loader votre base de faits. Donc, vous pouvez soit l'utiliser de cette façon, donc directement donner le nom de votre fichier sans l'extension .pl, ou alors vous pouvez donner le chemin complet du fichier. Vous pouvez également utiliser les crochets, ça également on a vu, et bien sûr ne pas oublier le point lorsqu'il s'agit d'écrire des buts dans l'invite de commande suite Prolog. Donc, ça, c'est pour consulte. Ensuite, vous avez les prédicats var, non var. En fait, c'est des prédicats qui prennent un argument. Vous vous rappelez, à la séance 6, on avait vu ça. En fait, ça veut dire simplement que var, c'est le prédicat, puis ceci, c'est l'arité. Donc, var, c'est un prédicat d'arité 1, c'est-à-dire qu'il admet un argument. Et var va simplement vérifier que l'argument passé en paramètre est une variable. Donc, par exemple, si je fais var x, il me retourne true, ça veut dire que x est une variable puisque x est en majuscule. Par contre, si je fais var 8, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça va retourner false parce que 8 n'est pas une variable, c'est plutôt un nombre. Donc, ce n'est pas une variable. Ensuite, vous avez un non-var qui est en fait le contraire de var. Puis, vous avez le prédicat atome qui prend également un argument qui vérifie si un élément passé en paramètre est un atome. Donc, par exemple, 23 n'est pas un atome. Exemple d'atome, ce serait, par exemple, M, qui est sans atome, ok, c'est sans E. Par exemple, un nom de prédicat, c'est un atome, etc. Puis, vous avez le prédicat number qui vérifie que l'élément passé en paramètre est un nombre. Donc, ça va retourner true dans ce cas. Puis, vous avez le prédicat atomique qui est un peu semblable à atome, mais sauf que dans atomique, il inclut et il oblige à ce que l'élément que vous passez en paramètre soit borné. Donc, atomique et atome sont généralement utilisés dans le même contexte. Justement, on va voir un exemple plus tard, comment est-ce qu'on peut utiliser ces arguments, ces prédicats-là. Pour ce qui est de la manipulation des atomes, il est possible de convertir des atomes et des nombres en liste de caractères. Donc, ça veut dire que si vous avez un atome comme ceci, heureuse, vous pouvez le transformer, vous pouvez le décomposer en liste de caractères comme ceci. En utilisant simplement les prédicats atome char, c'est atome to char. Puis vous avez number to char qui fait la même chose, sauf que ça prend en argument un nombre qui permet de décomposer. Donc, ça aussi, ça peut être utile dans certains cas. Ensuite, vous avez le prédicat listing. Ça, c'est c'est bon à savoir. Ça peut vous aider dans votre TP. Dans listing, prend un argument. Ça permet d'afficher des informations sur un atome ou une règle qui est donnée. Donc, ça veut dire que peu importe le prédicat qui est écrit dans votre base de connaissances, vous pouvez afficher ce prédicat dans l'invite de commande. Même les prédicats qui sont prédéfinis en prologue. Par exemple, si je veux, où se trouve mon Visual Code. Okay. Par exemple, si Une question. Oui. Et le prédicat non variable, est-ce que ça veut dire que c'est une constante? Oui, ça veut dire que c'est... Oui, exactement, c'est une bonne question. Ça veut dire que c'est simplement le contraire de non-var. Par exemple, si je fais var de 3, il va me retourner false. Par contre, si je fais non-var, il va me retourner true. C'est simplement une note de var. Ok. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc, comme je disais, listing, c'est utile parce que ça peut vous aider à connaître quelle est la définition des prédicats qui existent déjà en Prolog. Donc, par exemple, si vous voulez savoir comment est définie la fonction reverse, qui est une fonction qui existe en Prolog, donc là, il nous donne la définition telle que définie dans le système Prolog, ou encore listing append. Là, ça nous donne la façon dont append est définie dans Prolog.
Bien sûr, si vous avez chargé une certaine base de faits, je vais charger par exemple les exercices du cours 8 pour ceux qui l'ont lu. Donc, si je fais consulte ce fichier-là, on n'a pas besoin du PL. Exercice cours 08. Je vais juste m'assurer que je suis dans le bon dossier. Ah, je ne suis pas dans le bon dossier. Il faut que j'entre dans Prologue. Ensuite, je vais loader le fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement loader le fichier exercice cours 8. Donc, à l'intérieur, on a des prédicats comme par exemple child, monnaie croissante. Donc, le listing va également marcher même avec nos prédicats prédéfinis. Donc, par exemple, si je fais listing monnaie croissante, là, il nous donne la définition écrite dans notre fichier de base de connaissances. Donc, ça, c'est assez utile si vous voulez voir comment sont prédéfinis certains prédicats en Prologue. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle les assertions dynamiques. Ça, vous aurez à le faire dans... Il y a quelqu'un qui a... Est-ce que... je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a activé son micro. OK, c'est bon, je peux commander. OK, c'est bon. Donc, il existe des prédicats qui peuvent faire des insertions dynamiques dans la base de connaissances. Donc, ça, vous allez l'utiliser dans le cadre de votre TP2. Je vais y revenir. Dans certains cas, il est utile d'ajouter de façon dynamique des nouveaux faits. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque vous déclarez votre fichier de script où à l'intérieur, vous avez votre base de connaissances, les faits qui sont définis à l'intérieur sont statiques. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas changer. Vous ne pouvez pas les enlever, vous ne pouvez pas les modifier. Donc, en Prologue, il existe certains prédicats qui permettent d'aller modifier cette base de connaissances-là. Par exemple, redéfinir un prédicat, le supprimer, en rajouter d'autres. Donc, pour faire ça, il existe deux prédicats utiles dans le assert A, puis le assert Z. Ces deux prédicats font exactement la même chose. Ils prennent un argument et insèrent un fait, le fait que vous allez passer en argument dans votre base de connaissances. Assert A insère au début de la base de connaissances et assert Z insère à la fin de la base de connaissances. Donc, c'est ça. Les deux jouent le même rôle, mais un ajoute le fait au début et alors que l'autre ajoute à la fin. Vous pouvez également, au lieu d'insérer au début, faire plutôt un retract, c'est-à-dire vous retirer quelque chose qui se trouve dans la base de connaissances dont vous n'avez plus besoin, ou alors quelque chose que vous avez inséré au fil de l'exécution de votre script et que vous ne voulez plus. Donc, vous pouvez utiliser retract, qui prend également un argument, c'est-à-dire le fait ou la règle que vous aurez définie. On va voir comment l'utiliser. Vous avez également retract all, qui permet qui est en fait on va dire, pluriel de retract, donc qui va retirer tous les prédicats liés à celui que vous allez rentrer en paramètre ici. On va voir comment l'utiliser tantôt. Bien sûr, dans le programme, pour pouvoir utiliser retract all, retract, assert Z, assert A, vous devez déclarer le prédicat comme étant dynamique. Si je reviens par exemple sur votre TP, dans le TP2, donc je vais l'ouvrir. Vous allez remarquer que dans le fichier, dans le script ligne, vous allez remarquer qu'il y a un prédicat dynamique qui a été déclaré. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun prédicat qui s'appelle ligne new dans le fichier. C'est parce que lorsque vous allez écrire vos fonctions, il y a une question, je pense que c'est la 7 ou la 8, où vous devez écrire un prédicat qui doit justement ajouter le prédicat ligne new dans la base de faits.
Donc, pour faire ça, vous allez donc avoir besoin d'utiliser AssetArm, AssetZ probablement pour pouvoir insérer. Donc, pour insérer un prédicat, il faudrait obligatoirement qu'au début de votre fichier script, vous le déclarez comme dynamique pour que Prolog puisse savoir que le prédicat en question va être manipulé par ces prédicats-là. Bien sûr, vous n'oubliez pas de spécifier l'arité du prédicat, c'est-à-dire le nombre d'arguments qu'il va prendre. OK, j'ai des questions ici. Vous pouvez expliquer moins vite, s'il vous plaît? OK, je vais essayer d'aller moins vite. Donc, OK, je résume cette diapositive. Lorsque vous voulez insérer des prédicats dans votre base de connaissances, vous devez utiliser AssetA ou AssetZ. AssetA, c'est pour insérer en tête et AssetZ, c'est pour insérer à la fin. Alors que Retract permet d'enlever ce que vous avez inséré ou d'enlever ce qui existe déjà. Et tous ces prédicats prennent un argument. L'argument, c'est ce que vous allez insérer ou supprimer de la base de connaissances. Et pour faire ça, vous avez besoin du prédicat, vous avez besoin de déclarer en tête de votre fichier dynamique, de votre fichier, cette déclaration-là. Vous avez besoin de l'ajouter en tête du fichier pour spécifier à Prolog que le prédicat que vous allez manipuler est dynamique. Donc, vous pourrez alors ajouter ou retirer ce prédicat-là. On va voir un exemple. Par exemple, je peux faire des manipulations comme celle-ci où j'insère, par exemple, le prédicat Happy Alice. Donc, Alice est contente, point. Ensuite, AssetZ, Happy. Bon, en fait, Assert ici joue le même rôle que AssetA. Il va insérer en tête. Et AssetZ va insérer à la fin. Donc, j'insère Happy Bob à la fin. Donc, si je demande listing de Happy, ce qu'il va faire, c'est m'afficher exactement ce que j'ai inséré. Donc, c'est-à-dire Happy Alice en premier parce que j'ai d'abord fait un assert de Happy Alice. Ensuite, Happy Bob parce que j'ai fait un assert Z, c'est-à-dire j'ai inséré Happy Bob à la fin. On va faire un exemple ici, mais sauf que je vais faire le contraire. Donc, par exemple, si je fais assert Happy Alice et que je fais la même chose à puis Bob, à ce moment, Bob va plutôt se retrouver à l'entête. Et là, je vais faire un listing de Happy, du prédicat Happy. Donc là, Bob se retrouve en tête parce que je l'ai inséré avec un insert A. Et on a Alice. Et bien sûr, Prolog automatiquement a fait un dynamique vu qu'on est en invite de commande. Donc, Happy prend un argument et c'est un prédicat dynamique. Et on a Happy Bob puis Happy Alice. Puis, vous pouvez, comme j'ai dit, retirer un prédicat spécifique, comme par exemple Happy Alice. Donc, si vous faites un retract Happy Alice et que vous refaites un listing, mais c'est tout à fait normal qu'on ne le retrouve plus dans la base de connaissances puisque vous l'avez enlevé. Vous avez fait un retract. Si vous voulez enlever tous les prédicats Happy, il faut simplement faire retract all Happy avec un underscore dans la liste des arguments, dans l'argument, vu qu'on ne cherche pas à supprimer un prédicat en particulier. Donc, par exemple, retract all Happy. Là, je vais retract all tous les prédicats Happy. Oui, retract all n'a pas un underscore, donc je vais dire yes. Maintenant, si je fais listing, là, je n'ai plus les prédicats. Mais remarquez que cette définition, la définition dynamique va toujours rester dans la base de connaissances. On va voir tantôt comment est-ce qu'on peut également l'enlever, celui-là. Donc, ça, c'est pour retract all. Il n'y a pas de question. Puis, vous pouvez également, on va faire un autre exemple où on va essayer de supprimer également le dynamique
qui est ici. Parce qu'avec retract all, ce que vous faites, vous enlevez le prédicat, mais vous ne le supprimez pas complètement. On va voir comment le supprimer. Donc, je prends un second exemple où je déclare deux prédicats comme étant dynamiques. Donc, le prédicat bon qui prend deux arguments, le prédicat mauvais qui prend deux arguments. Donc, ici, j'insère le prédicat bon, chocolat, pain. Donc, le pain est bon avec du chocolat. Puis, j'insère également bon, sirop, crêpe. Puis, j'insère mauvais, lait, banane. Puis, lorsque je demande listing bon, c'est tout à fait normal qu'on retrouve les deux prédicats bons que j'ai définis juste au-dessus. Et puis, assert, c'est pour dire insère en tête. Puis, assert ici, c'est pour dire insère en... En fait, c'est pas en tête, c'est en... c'est mon erreur. Assert, c'est pour insérer en queue. Donc, assert, c'est plutôt similaire à assert Z et non à assert A. Oui. Donc, assert ici va insérer à la fin. Puis, lorsque je demande retract mauvais et retract all bon, donc ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va retirer tous les prédicats bons, c'est-à-dire ces deux-là. Donc, lorsque je vais faire listing bon, je ne vais plus les retrouver. C'est là. Et quand je vais faire retract mauvais et que je vais faire listing mauvais, je ne vais plus également les retrouver. Par contre, si je veux également supprimer le dynamique qui a été ajouté, à ce moment, il faut utiliser le prédicat abolish et spécifier l'arité du prédicat. Donc, abolish, ce qu'il va faire, c'est détruire complètement le prédicat. Donc, il n'y aura plus aucune trace de ce prédicat dans votre base de connaissances. Et lorsqu'on fait ça et que je fais un listing, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va plus retrouver du tout ce prédicat-là. On va faire ici. Donc là, j'ai encore listing rapide qui marche. Oui? Si on fait abolish directement sans faire les retract all, c'est bon? On n'est pas obligé de passer par retract all pour faire abolish? Non, du tout. On n'a pas besoin. Donc, je vais refaire un exemple où je vais rajouter tout ce que j'avais avant. OK. Donc, si je fais listing happy, j'ai ma base de connaissances qui est là. Donc là, je vais faire abolish de happy. Normalement, ça devait marcher même sans l'arité. Ah, il faut l'arité. OK. Donc, lorsque je fais abolish, je fais maintenant listing. Là, il ne le trouve plus. Donc, abolish fait la même chose que retract, mais ça supprime également tout ce qui a lien avec le prédicat happy. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire sur les prédicats qui existent déjà sous Prolog. Par exemple, append 3. Ah, il a effacé append. OK. Si je fais listing append, bon, il n'a rien fait en fait. Il n'a pas vraiment supprimé. Il dit true, mais il ne le détruit pas. OK. Donc, abolish fait le même rôle. Vous ne pouvez pas détruire les prédicats prédéfinis dans SwiProlog, mais vous pouvez détruire ceux que vous avez ajoutés ou ceux qui existent déjà dans votre base de connaissances et qui avaient été déclarés dynamiques, parce qu'il faudrait que les prédicats soient dynamiques pour que vous puissiez appliquer abolish. Ensuite, on peut également décomposer une structure. Ça, c'est assez intéressant à savoir. Donc, dans certains cas, il est peut-être utile de déconstruire des structures pour manipuler leurs fonteurs et leurs arguments. Donc, pour ça, il existe deux prédicats fondamentaux. Donc, le prédicat fontor qui est d'arité 3, donc c'est-à-dire il attend 3 arguments, puis le prédicat arg qui prend également 3 arguments, c'est-à-dire il s'attend à avoir 3 arguments en paramètre. Donc, le prédicat fonteur, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne 2 arguments. Donc, juste un rappel, en prologue, lorsqu'on écrit un prédicat, le résultat se trouve dans les arguments de ce prédicat-là. Dans le cas de fontor, le résultat se trouve dans le 2e et le 3e argument. Donc, fontor
prend comme premier argument le fonteur que vous allez décomposer ou la structure que vous voulez décomposer. Dans le deuxième argument, il prend le nom de la structure ou l'identifiant de la structure que vous allez décomposer. Dans le cas de Happy Alice, le fonteur ici, c'est Happy. Puis, l'argument ici, ou le nombre d'arguments, c'est N, c'est 1, puisque Happy prend un seul argument. Si je fais fonteur, je reviens. Pourquoi ça? OK. Bon. Si je fais, par exemple, on va prendre fonteur. Si je fais fonteur de 2, F, puis N, en fait, 2, c'est un seul élément, c'est un arbre qui contient un seul nœud, dont le fonteur, c'est 2, et le nombre d'arguments, c'est 0. Donc, 2, c'est un entier qui n'a pas d'argument. Par contre, si je fais fonteur, par exemple, plus 2, 3, alors le fonteur, c'est plus, qui est le prédicat, puis le nombre d'arguments, c'est 2. Donc, 2, 3, l'arité, c'est 2. 2 plus, c'est 2. Puis, également, ça c'est un autre exemple où on a 4 plus 5. N'oubliez pas que lorsque j'ai dit 4 plus 5, en fait, 4 plus 5, c'est un arbre en prologue. C'est important de savoir ça, on va voir tantôt pourquoi. Donc, 4 plus 5 correspond à un arbre de cette sorte-là. Donc, 4 et 5, ce sont les arguments dans l'arité. N, ça sera 2. Puis le fonteur, c'est plus, dans le nom de la fonction en gros. Puis, pour ce qui est du prédicat argument, lui également, il prend 3 paramètres, sauf que le fonteur, le prédicat qu'on analyse ou la structure qu'on veut décomposer se trouve au niveau du deuxième argument. Et comme premier argument, on a l'identifiant de l'argument qu'on veut aller chercher dans le prédicat qui se trouve ici. Donc, je recommence. Dans argument, le premier paramètre, c'est l'indice de l'argument du prédicat qui est passé en paramètre ici. Donc, ça veut dire que pour ce prédicat-là, quel est son deuxième argument? Et le résultat se trouve ici. Donc, dans le prédicat sœur Alice Diane, quel est le deuxième argument? Le deuxième argument, c'est Diane. Et ce Diane, je le place dans X. Et c'est ça que je retourne comme résultat. Encore un autre exemple. Donc, le même prédicat. Le premier argument, ça sera Alice. Et c'est Alice qui va se retrouver dans X. Donc, l'argument prend 3 arguments. Puis, dans le premier, on spécifie l'identifiant de l'argument qu'on veut chercher dans le prédicat qui se trouve au deuxième paramètre et on retourne ce résultat dans le dernier. Donc, ça, c'est un prédicat qui permet d'aller chercher les arguments des fonteurs. Donc, on va voir un exemple tout de suite, quelle est l'utilité de ces prédicats-là. Donc, là, on va implémenter un prédicat nombre feuilles qui est vrai si N, qui est le deuxième argument, est le nombre de feuilles de la structure S. Donc, S, ce que j'appelle par structure, c'est tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, par exemple, ça, c'est une structure. 4 plus 5, c'est une structure. En fait, tout en prologue est une structure arborescente. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, pour chacune des structures arborescentes de prologue, aller chercher le nombre de feuilles et le nombre de nœuds de ces structures-là. Par exemple, pour la structure 4 plus 5, donc pour la structure, encore une fois, je vais faire le même dessin. Pour la structure 4 plus 5, le nombre de nœuds, c'est 1, 2, puis 3. Pour la structure Happy Alice, donc Happy, c'est le fonteur. Bon,
Happy, c'est le fondateur, puis l'argument, c'est Alice. Donc, le nombre de nœuds, c'est 1, puis 2. Donc, c'est ces éléments-là qu'on veut aller chercher dans les structures de prologue, structures arborescentes de prologue. Donc, ça, on va devoir l'implémenter en utilisant les prédicats find all, functor et argument. Juste un rappel, le prédicat find all, en fait, c'est un prédicat qui va prendre 3 arguments. Je pense que ce serait mieux que j'ouvre la diapositive parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne sont pas allés, n'ont pas lu ou écouté le cours 8. Donc, on va se rendre directement là-bas. Donc, find all, juste un rappel, à la séance 8, c'est un prédicat qui va prendre 3 arguments, c'est-à-dire le template que vous allez chercher, le but à atteindre, puis le résultat, la variable où sera stocké le résultat. Donc, ça va retourner toutes les instantiations de template qui vérifient le but et tous les résultats sont stockés dans bag. On va prendre un exemple. Par exemple, on va refaire cet exemple-là. Donc, supposons que j'ai une base de connaissances qui est définie comme suit. Dans l'intérieur, j'ai le prédicat child qui définit en fait Charlotte est l'enfant de Martha. Child, Charlotte, Caroline. Donc, Caroline est l'enfant de Charlotte, etc. Ensuite, j'ai le prédicat descendant. Donc, X est descendant de Y si, Y est descendant de X si Y est l'enfant de X. Y est descendant de X si Z est l'enfant de X, mais Y est l'enfant de Z. Donc, on nous demande comment est-ce qu'on peut obtenir la liste de tous les descendants de Martha. Donc, je passe rapidement. En fait, oubliez cette question-là, oubliez ce que je viens de dire. Mais si on a cette base de connaissances et qu'on veut déterminer tous les descendants de Martha, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est utiliser un find all. Donc, je vais aller chercher tous les descendants de Martha et ce qui m'intéresse, c'est X. X, c'est le descendant de Martha. Ah, j'avais une question. Avant de continuer, est-ce que l'argument fonctionne sur les listes? Je reviens à cette question-là. Donc, je reviens à find all. Find all va prendre 3 arguments. C'est le deuxième argument qui est vraiment important parce que c'est le but que vous voulez atteindre. Et le dernier argument, c'est où vous allez stocker le résultat. Donc, par exemple, je vais chercher tous les descendants de Martha. Ça peut être Laura, Caroline, n'importe quoi. Donc, si je veux les descendants de Martha, je vais aller chercher tous les X qui vérifient descendants de Martha. Et comment est-ce que je dis à find all d'aller chercher tous les X? Ben, je le spécifie ici. Je dis donc à find all que dans ce but, cherche-moi tous les X et stocke-les dans la liste L. Donc, cherche-moi tous les buts qui sont de cette forme-là. Et je veux que dans ces buts, tu me trouves X et tu les stockes dans le L. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher tous les descendants de Martha et je vais les stocker dans L. Et find all va me retourner tous les descendants de Martha sous forme d'une liste. La même chose, si vous faites find all et que vous spécifiez un but, mais sauf que vous dites à find all d'aller chercher quelque chose qui ne se trouve pas dans le but, mais c'est sûr que ce qu'il va stocker, c'est ce quelque chose que vous lui avez donné. Donc, par exemple, je lui dis, cherche tous les D qui se trouvent dans descendant Martha. Donc, ce qu'il va faire, c'est répéter simplement le D autant de fois parce que le D ne se retrouve pas dans le but que vous lui avez donné. Donc, si je reviens ici, l'idée, c'est de pouvoir écrire ces prédicats-là en utilisant find all, en utilisant le prédicat functor, qu'on a vu tantôt, puis le prédicat argument. Donc, avant d'écrire ça, je réponds à la question de Pascal. Est-ce que argument fonctionne sur des listes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que... non, je ne comprends pas bien la question. Est-ce que Pascal, elle, peut me la poser?
En fait, il y a, Oui. quand on fait des recherches, exemple dans le TP sur ligne, il y a des listes. Oui. Si on fait juste chercher dans la base de données avec ligne, X, Mhm, mhm. ça trouve des fois seulement juste le premier de la liste et non tous les éléments de la liste. Je me OK. demande, arg fonctionne Ah, pour tous les éléments de la liste ou il va y avoir quelque chose qui va se produire comme ça? OK. Si vous voulez tous les éléments de la liste, justement, il faut utiliser find all. En fait, c'est le prédicat que je viens de présenter. Mais si vous utilisez argument, à chaque fois, il faudrait spécifier quel est l'argument que vous voulez aller chercher. Mais ça marche également dans les listes. Enfin, pas dans les listes, mais dans n'importe quel prédicat. Par exemple, ici, si vous faites un argument de ligne et que vous demandez, par exemple, le premier argument, vous aurez orange. Le deuxième argument, vous aurez métro. Le troisième argument, vous aurez cette liste-là. Le quatrième argument, vous aurez, etc. J'espère que je réponds à la question. Non, oui. Oui, mais en fait, il n'y a pas moyen d'aller chercher juste les stations. Si. Ah, juste les stations qui se trouvent ici. Ouais, ouais. Oui, vous pouvez aller chercher toutes les stations. OK, Vous ça pouvez utiliser fonctionne. un find all. Un find all vous permet d'aller chercher toutes les stations. Donc, vous OK. faites un find all et comme but, vous faites ligne underscore, puis X. Et c'est ce X-là que vous allez chercher. Dans find all, on va vous sortir une liste de listes contenant toutes les stations de toutes les lignes de métro, par exemple. Puis à ce moment, vous pouvez aller chercher la première ligne, la deuxième ligne, la troisième. OK, donc il faut faire en 2 étapes. Il n'y a pas moyen de faire une étape seulement. Oui. OK, parfait. Oui. J'ai une autre question. Il se passe quoi si on tente de chercher un ID qui n'existe pas avec argument? Oui, ça va donner false s'il y a quelqu'un qui l'a répondu. Par exemple, on peut le faire tout de suite. Si je fais argument je vais prendre Happy 3, Happy Alice, puis X. Il retourne false parce que ça n'existe pas. OK. Je continue. Donc, on commence. Oups, je m'entends. Je vais juste couper le micro de... OK, c'est parfait. OK, donc on va faire l'exercice que j'ai donné tantôt. On va commencer par nombre de feuilles qui va nous permettre de retourner le nombre de feuilles d'une structure quelconque en prologue. Donc, que ce soit 2 plus 4, que ce soit un prédicat, que ce soit même le prédicat ligne qui se trouve ici. Donc, peu importe la structure qu'on va nous donner, on sera capable de retourner quel est le nombre de nœuds ou le nombre de feuilles de cette structure. Et pour ça, on doit utiliser les prédicats find all, fondeur et ARG, argument. Mais également, on devra utiliser le prédicat SUMList. En fait, c'est un prédicat qui permet de retourner dans S la somme de tous les éléments qui se trouvent dans L. Donc, ça permet de faire simplement une somme de liste. En Haskell, c'est l'équivalent de somme. Donc, par exemple, si je fais somme list 2, 1, 2, 3, 4, puis je le stocke dans S. Donc, S, ça sera 10 parce que 1 plus 2 plus 3 plus 4 donnera 10. Donc, oh, il y a une question. Est-ce que ce false peut être utilisé par une autre fonction? Je veux savoir si c'est un string ou un booléen. Non, c'est un booléen. Vous pouvez utiliser, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans une autre fonction? Vous pouvez l'utiliser dans une autre fonction comme un test. Par exemple, si vous voulez tester que un certain argument, un certain prédicat possède 3 arguments ou 2 arguments ou un argument, ou généralement les cas où ce prédicat est utilisé, en tout cas on va le voir tout de suite, mais généralement on l'utilise pour aller chercher l'argument d'un prédicat, aller chercher la valeur de l'argument d'un prédicat. C'est généralement dans ce cas-là qu'on l'utilise. OK. Donc on va commencer par nombre de nœuds. Est-ce qu'il y a moyen de bouger ce truc?
Euh, ah, c'est parfait ça. Je vais juste le renvoyer dans mon deuxième écran. OK. Donc, nombre de feuilles. On sait que pour une structure qui n'a pas de... Pour une structure dont l'arité est 0, le nombre de nœuds sera 1. Donc, par exemple, 4, c'est un arbre à un seul nœud. 5, c'est un arbre à un seul nœud. A, c'est un arbre à un seul nœud. Happy de tantôt, c'est un prédicat dans un arbre à un seul nœud. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Comme autre exemple, si j'écris simplement, par exemple, si je fais 4 plus 3, là, ça devient 3 nœuds parce que j'ai 4. Ensuite, j'ai plus, qui est la racine. Ensuite, j'ai 3. Donc, comment est-ce que je vérifie que est-ce que ma structure est une structure à un seul nœud? Il faudrait simplement que je m'assure que Fontor, que son arité ici soit 0. Puisque lorsque c'est 0, lorsque je reviens dans mon terminal et que je fais Fontor, par exemple, 4 F n, ce qui va me retourner, c'est n égale à 0. Donc, ici, je sais déjà que pour qu'une structure ait un nombre de feuilles égal à 1, c'est feuille ou nœud? On va commencer par feuille, ouais. Donc, pour que une structure... Donc, dans ce cas, 4 plus 3, ce n'est pas 3. J'ai dit tantôt 3, mais 3, c'est le nombre de nœuds. Mais en fait, 4 plus 3, le nombre de nœuds, c'est 2. 4 et 3 sont des nœuds parce que, encore une fois, lorsqu'on a notre arbre prologue, on a quelque chose comme ça. 4 puis 3. Donc, c'est l'arbre A de feuilles. OK. Donc, j'écris la solution. Du coup, pour qu'une structure ait un seul nœud, il faudrait que ce soit un fonteur dont l'arité est 0. Donc, structure doit être un fonteur, peu importe le fonteur lui-même. On doit juste s'assurer que son nombre d'arité est 0. Puis, je rajoute une coupure. Juste un rappel, la coupure me permet d'élaguer l'arbre de résolution de la résolution de mon prédicat. Ça veut dire que une fois que cette condition est vérifiée, ça ne vaut plus la peine d'aller chercher une autre solution. Donc, je coupe tout ce qui va suivre avec un point d'exclamation. Donc, je fais une coupure de tous les résultats qui vont suivre par la suite. Ça veut dire que si l'utilisateur me fait un point-virgule, un prologue va simplement faire un false au lieu d'aller chercher une autre solution parce qu'on sait que cette solution est unique. Quelqu'un me demande, est-ce que le code est ce qui évite ce qu'on appelle le backtracking? Oui, en fait, c'est ça. Donc, lorsqu'on fait, puisque Prolog fait du backtracking, parce que lorsqu'on fait un point-virgule, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les prochaines solutions possibles. Alors que lorsque je mets un code, je l'empêche d'aller chercher toutes les autres solutions possibles. Bien sûr, je vais revenir là-dessus à la prochaine séance en détail. Mais c'est ça, ça permet de... c'est comme un ou logique. Pas vraiment, c'est pas vraiment un ou logique, c'est une coupure. Par exemple, je vais revenir sur le cours de... Je vais revenir rapidement sur le cours, sur les coupures. Je ne sais pas si j'avais l'arbre avec moi. J'avais un cas que je prenais. OK, je pense que ça se trouve dans la séance 6. On va aller chercher la séance 6. Donc, note de cours, séance 6. On avait vu un exemple d'arbre de résolution en Prolog. Je pense que c'est dans les dernières diapositives. Je vais vous présenter ça. OK, il est là. OK, je vais vous expliquer rapidement le code avec cet exemple-là. Juste rapidement, lorsque j'ai ma base de faits, qui est ça, donc j'ai un prédicat P de X qui est défini si Q de X est vrai,
et si R de X est vrai. P de X est également vrai si T de X est vrai. Bien sûr, ces deux clauses-ci, c'est en fait des branches de l'arbre. Donc, à chaque fois que vous définissez un prédicat sur chacune des lignes, sachez que vous construisez un arbre, une branche de l'arbre de résolution de ce prédicat-là. Ça veut dire que si j'avais une autre définition de P ici, alors l'arbre que vous voyez à 2 branches ici aurait 3 branches. Donc, s'il y a 4 définitions, j'aurais 4 branches. S'il y a 5 définitions, j'aurais 5 branches pour pouvoir résoudre ce prédicat-là. La même chose pour Q. Q a 2 branches, donc Q de A puis Q de B. Donc, partout où je vais voir un Q, j'aurai première branche, puis deuxième branche. La même chose pour T, j'aurai une branche, puis 2 branches. Par contre, lorsqu'il s'agit de R, on a une seule branche, si ça réussit. Ou alors, si ça échoue, on aura toujours une seule branche qui est l'échec. Maintenant, le cut, c'est pour faire quoi? C'est pour dire que lorsque je vais parcourir l'arbre de résolution, on avait dit que la résolution se fait en profondeur d'abord, puis de la gauche vers la droite. Donc, lorsque je vais rajouter un cut, je vais prendre le crayon pour marquer ça. Donc, si je mets un cut ici, supposons que j'avais mis un cut ici, ce que ça veut dire, c'est que une fois que ces deux choix sont réussis, donc ça veut dire que si je réussis à Q puis à R, ce que je dois faire, c'est élaguer tout ce qui vient après. Donc ça veut dire que je ne considère aucune des autres solutions une fois que j'ai réussi ça. Bien sûr, c'est le cas parce que j'ai réussi ici. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon. Donc, lorsque je mets un cut à la fin ici, ça veut simplement dire que tout ce qui vient après va être supprimé si jamais celui-ci est réussi complètement. Par contre, je cherche les faces. Par contre, si je mets un cut ici, ça ne veut absolument rien dire. Je n'ai pas besoin de couper quelque chose ici parce que ça n'existe pas. Dans le code, il est intéressant lorsque vous le mettez à la fin de la première ou de la deuxième ou de la troisième, sachant qu'il y a un dernier, mais également à l'intérieur. Maintenant, on va voir le cas où il est placé à l'intérieur du prédicat. J'ai vu une question rentrer, je vais répondre tantôt. Je prends ça. Donc, si je mets mon code ici, le comportement sera différent. Donc, au lieu d'élaguer complètement mon arbre, toute sa branche gauche, ce que je vais faire, c'est élaguer lorsque le Q sera réussi. Donc, ça veut dire que si je réussis comme ici, j'ai trouvé un Q, je suis rentrée dans cette première branche-là, QZ, RZ, puis j'ai trouvé un Q qui réussit. À ce moment, j'aurais plus besoin d'aller chercher cette branche-là parce qu'il a déjà réussi. Donc, quand tu trouves une valeur de Q possible, et lorsqu'il traverse le code, il ne va plus aller chercher une autre valeur de Q possible. Il va juste s'arrêter. Donc, il ne va plus aller, il va plus continuer. Maintenant, je vais prendre les questions. Réussi complètement veut dire avoir réussi toutes les étapes en profondeur. Oui, jusqu'à Z égale à A. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait que ça réussisse. Il faudrait que ça soit true. Parce que tant que c'est false, il ne va pas continuer, il ne va même pas traverser le code. Parce que si Q est faux, il ne traverse pas le code. Il va juste rentrer au prochain ici. Par contre, si Q réussit, il va traverser ça. Et là, il va tout élaguer, il va tout supprimer. Maintenant, ça dépend. Si celui-ci échoue, ben, il aura échoué. Il va juste échouer et ne plus rien faire. Mais s'il réussit, comme dans ce cas, ben, il va continuer à réussir. J'espère que ça va, vous avez un peu compris, mais on va revenir dessus encore une fois. La séance prochaine, on va faire plein d'exercices là-dessus. Parce que ça vous sera aussi utile pour le TP. Il y a quand même des fonctions qui demandent à utiliser des codes. OK. Donc, je reviens sur... il me faut choisir la souris. Mouse. OK. Donc, je reviens sur l'écriture de mon prédicat.
Dans le code ici, c'est pour simplement dire j'ai trouvé la solution et là, tout le reste, parce que j'ai plus besoin de chercher. Je sais que S, c'est un fondeur d'arité 0. Je n'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Donc, je m'arrête, je dis à Prolog, arrête de chercher, arrête d'explorer l'arbre de résolution. Donc, on stoppe le backtracking. Par contre, si l'arité n'est pas 1, à ce moment, on va rentrer dans la deuxième clause. Donc ici, je n'ai plus besoin de faire un test, de vérifier est-ce que S est d'arité 0, parce que de toutes les façons, il n'entrera ici que si ce prédicat échoue. Si ce prédicat réussit, il va passer le cut, il ne va donc jamais entrer ici. Donc, on n'a pas besoin de la condition. Pour ceux qui ont lu le cours, vous allez constater qu'effectivement, si j'enlève un cut ici, il va me falloir vérifier que ça, c'est faux. Donc, c'est-à-dire faire un note, en quelque sorte. Vérifier que le fondeur n'est pas, que S n'est pas un fondeur d'arité 0. Donc, ça équivaut simplement à enlever ça et mettre un cut ici. Donc, ça fait exactement la même chose. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est faire une sorte d'itération comme on l'avait fait pour ceux, encore une fois, qui l'ont lu dans la séance 8, où je faisais avec vous le calcul du nombre de feuilles et le nombre de nœuds d'un arbre. Est-ce que c'est possible de dire... est-ce que c'est possible je ne sais pas pourquoi je ne vois pas bien le caractère. Je vais ramener ici. Est-ce que c'est possible de dire 1, c'est quoi? Vous parlez du 1 qui se trouve ici? OK. C'est le nombre de feuilles de la structure. Je rappelle, par exemple, lorsque vous avez votre structure Happy, tantôt j'ai pris Happy Alice, ça sera quelque chose comme ça. Donc, j'ai le nœud racine, puis j'ai la feuille. Si j'ai 4 plus 3, j'ai quelque chose comme ça. Donc, le nœud racine qui est le fondeur, puis ses feuilles. Dans le 1 veut simplement dire que si je mets un arbre contenant uniquement le chiffre 4, ça veut dire que j'ai un seul nœud. Ma structure a un nœud ou une feuille. Alors que si je suis dans ce cas, ma structure a 2 feuilles. Et si je suis dans ce cas, ma structure a une feuille. Dans le 1, c'est le nombre de feuilles qui se trouvent dans ma structure. Donc, je reviens sur le code. Oui, ma souris. OK, elle est là. Pardon, Donc, ma oui, question. oui, Vous avez montré deux exemples, celui 4, oui. note, et celui, j'ai oublié celui, l'autre. 4 plus Vous 3. avez dit tous les deux, ils Oui. ont juste une feuille. Happy, Oui, ils ont une feuille. Parce que Happy, c'est la racine, puis Alice est la feuille. oui. Et 4, 4, c'est, c'est un seul chiffre, donc c'est un seul élément dans mon arbre. C'est une seule feuille. ok, ça veut dire que c'est la racine et c'est le node et c'est la feuille en même temps, c'est ça? Oui, oui, parce qu'il n'y a aucun nœud qui est connecté à ce nœud-là. Ok, merci. Ouais. Et bien sûr, la structure a un nœud, une feuille, pardon, si le fondeur, bien sûr, est d'arité 0. Puis, dans le cas où ce n'est pas une feuille, donc ça veut dire que mon fondeur est d'arité au moins 1, à ce moment, on va faire comme on ferait dans les arbres binaires. Donc, on va faire une itération. Donc, on va faire une boucle. C'est-à-dire, on va devoir boucler sur chacune des sous-feuilles de ma structure. Pour faire ça, il faudrait que j'aille chercher justement quelles sont les feuilles de ma structure. Donc, quels sont les fils ou les filles de ma structure. Pour faire ça, je vais utiliser le prédicat argument. Et dans argument, je n'ai pas besoin de spécifier quel est le numéro de l'argument que je cherche, mais je dois spécifier la structure. Donc, ça veut dire que je vais aller dans la structure, chercher
chacun des arguments de S. Quand je mets un underscore, ça veut dire que Prolog va chercher le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, s'il y en a. Il va chercher tous les arguments possibles de S et il va le mettre dans A. Et maintenant, pour que je puisse lui demander d'aller ramasser tous ces arguments-là, je fais simplement un find all. Donc, dans mon find all, je vais lui demander d'aller chercher tous les nœuds des arguments de S. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est, une fois que j'ai trouvé chacune des feuilles de ma structure, je vais calculer son nombre de feuilles. Donc, nombre de feuilles de ma structure. Ensuite, je vais mettre le résultat dans NA, nombre de feuilles pas de ma structure, mais de son fils, en fait. Et je vais mettre dans NA. Et tous ces résultats, je vais les stocker dans une liste que j'appelle L. Je vais reprendre l'explication. Donc, argument, ici, ce qu'il va faire, c'est aller me chercher tous les arguments de S. Donc, en quelque sorte, tous les enfants. Par exemple, encore une fois, je prends l'exemple de 4 plus 3. Plus, ça sera ma structure. 4, ça sera l'enfant. Puis 3, ça sera l'enfant. Donc, dans le cas de 4 plus 3 ici, le A va retourner 4, puis va retourner 3. Et pour chacun de ces arguments ou encore les enfants de la structure, je vais calculer le nombre de feuilles de chacun des enfants de la structure. Et pour chacun de ces nombres de feuilles-là, dans le nombre de feuilles de chacun des enfants, je vais les stocker dans une liste que je vais appeler L. Donc, find all va aller me ramasser tous les nombres de feuilles des enfants de ma structure S. Et pour avoir le nombre de feuilles total, simplement ce que je vais faire, c'est sommer. Donc, faire la somme de toutes de L, puisque dans L, j'ai la liste de tous les nombres de feuilles de tous les enfants de S. Donc, je vais faire sum list de N et je vais stocker dans N. Et N sera le nombre de feuilles qui est là de ma structure. Pas de questions qui sont rentrées pour le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment avant que je ne continue. Donc, là, je vais loader mon fichier, puis on va le tester ensemble. Donc, je vais faire un... Non, je pense que je ne l'ai pas loadé. Je vais faire un suipl exercice cours 09.pl. Non. Exercice cours, j'ai un O qui manque. OK. Donc, par exemple, je vais faire nombre de feuilles de ma structure plus 4, 3. Donc, on s'attend à ce que le nombre de feuilles soit 2. Donc, le nombre de feuilles de cette structure, c'est 2. Par exemple, le Rappi Alice, normalement, on s'attend à ce que le nombre de feuilles soit 1. Donc, le nombre de feuilles, c'est 1. OK. SumList est une fonction de Prolog. Oui, SumList est une fonction prédéfinie en Prolog qui permet de retourner la liste des éléments dans la somme des éléments dans la liste. Je l'ai testé tantôt d'ailleurs. Puis, qu'est-ce que je peux tester d'autre? Si je prends, je regarde un autre exemple qui peut avoir du sens. Si je prends, on va prendre quoi comme prédicat? On va prendre, je sais pas moi, un exemple du cours, du TP. On va prendre ligne. Je n'ai pas tous les arguments en tête, mais on va s'essayer. Par exemple, métro, c'est ligne jaune avant. Jaune, métro, bon, c'est pas grave, l'ordre des arguments. C'est une liste contenant des valeurs. On va laisser comme ça, par exemple. Donc, si je prends ce prédicat-là,
Donc, on voit que si je prends, ce que je vais faire, c'est dessiner. On va prendre le crayon. Dans ligne, j'ai mis jaune. Ligne va prendre jaune. Puis, métro. Puis, va prendre une liste. La liste, c'est un élément qui prend 1. Puis, normalement, c'est 4 feuilles. Pourquoi il me retourne 5? OK. Donc là, je vois 4 feuilles. Si je fais Fontor, on va essayer de la liste. Je me souviens plus. Est-ce que c'est Fontor? Bon, on va demander le Fontor, puis le nombre de N. Oui, c'est bien 2 feuilles. Jaune, c'est une feuille. Métro, c'est une feuille. Pourquoi il me retourne 5? Donc, normalement, j'ai 4. Est-ce que j'ai fait une addition qu'il ne faut pas? OK, je vais faire la trace. Normalement, ça devrait me retourner 4. Donc, juste un rappel, le prédicat trace vous permet de tracer l'exécution d'un argument, d'un prédicat, pardon. Donc, si je fais nombre de feuilles ligne, donc, il va appeler le premier prédicat. Est-ce que ligne est un fonteur, donc il y a 0 arité? Non, c'est faux. Donc, il échoue. Ça veut dire qu'il n'entre pas dans le code. Il va continuer. Il va calculer le nombre de feuilles de ligne jaune, métro 1, 2, 8. Ensuite, il fait un find all, puis il fait un argument de ligne métro. Puis, le premier argument, c'est jaune. Puis, le nombre de feuilles de jaune, c'est fonteur jaune 0, 8. Donc, il doit retourner 1. Donc, le nombre de feuilles de jaune, c'est 1, ainsi de suite. Puis, il passe au prédicat métro. Le nombre de feuilles de métro, c'est 1. Puis, il passe au prédicat 1, 2. Puis, le nombre de feuilles de 1, 2, c'est le nombre de feuilles. Argument 2, c'est 2, OK. Puis, 2. Ah, il compte dans le nombre de prédicats, c'est 1. OK, je comprends. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque je fais no debug, ce qui se passe, c'est que lorsque je lui demande argument de 1, lorsque je lui demande nombre de feuilles, pardon, nombre de feuilles de 2, ce qu'il me retourne, c'est 2 en fait. Non, 2, pardon. Oui, simplement parce que ce qu'il fait, c'est que rendu à la liste 2, je cherche mon crayon. Rendu à la liste 2, ce qu'il va faire, c'est le séparer en la liste contenant la barre parce qu'il considère qu'il y a une barre devant, enfin une liste vide en gros. Donc, il va séparer ça avec la barre puis avec 2. Je ne sais pas pourquoi il le fait. Donc, du coup, quand je lui demande le nombre de feuilles, je ne sais vraiment pas pourquoi il réagit comme ça. Quand je lui demande le nombre de feuilles de 1, 2, ben, il va me retourner 3. Non, c'est avec un N majuscule.
Ouais, donc, argument, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est plutôt pourquoi argument, non. Argument de, si je fais argument de 2, de ma liste contenant 2, est-ce qu'il va me retourner un résultat dans X? Ouais, c'est ça. Dans liste 2, ouais, c'est évident. Liste 2, c'est 2 arguments. Enfin, c'est 3 arguments. Ok, j'ai compris ce qu'il fait. Donc, en gros, je vous réexplique. Donc, lorsque je fais liste 2, ça, c'est un prédicat à 2 arguments parce qu'il considère 2 séparément, puis la liste vide. Et on a l'opérateur concaténation. Donc, ici, c'est moi qui ai juste mal fait. Donc, je vais juste effacer. Bien sûr, l'opérateur concaténation, j'avais juste oublié. Donc, ici, ce qu'il fait, il va simplement faire concaténation ou encore le 2 points, enfin la barre. On a vu en prologue que la concaténation, c'est la barre, puis 2, puis la liste vide comme argument ici. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, puis 5 feuilles ici. Donc, du coup, c'est pour ça que ligne jaune métro 1, 2 donne 5 feuilles. Parce que la liste, en fait, j'avais oublié l'opérateur concaténation. J'espère que c'est beau pour tout le monde. J'ai pas de questions, donc je suppose que ça va. Et finalement, pour nombre de feuilles, faut que je m'habitue. Pardon, est-ce Oui, que c'est possible d'expliquer la dernière partie, l'endroit que vous êtes en train de ah, effacer? d'effacer? OK, Expliquer OK. cette partie. Merci. Donc, ce que je cherchais, en fait, c'était nombre de feuilles de cette expression. Ligne jaune métro, 1, 2. En fait, ça ressemble un peu au TP2, mais c'est juste une partie. Puis, ce que je veux savoir, c'est le nombre de feuilles de cette structure-là. Et cette structure, comment est-ce que je la représente? Je la représente sous forme d'arbre, parce qu'en prologue, tout prédicat est représenté sous forme d'un arbre. À la racine de mon arbre, j'ai le nom du prédicat qui est ligne. Puis, en argument, ici, j'ai ces paramètres. Donc là, j'ai jaune. Ensuite, j'ai métro. Puis, j'ai la liste 1, 2. Et la liste 1, 2, c'est opérateur concaténation, suivi de 1, suivi de 2, suivi de la liste vide. Donc, j'ai fait la concaténation de 1, de 2 et de la liste vide pour avoir la liste 1, 2 qui se trouve ici. Et lorsque je veux compter les feuilles, je compte simplement les nœuds qui ne sont pas liés à d'autres nœuds dans l'arbre, enfin qui n'ont pas d'enfants. Donc, j'ai ce nœud-là qui est une feuille 1, ce nœud qui est une feuille 2, 3, 4, puis 5 feuilles. Donc, c'est pour ça que lorsque je demande le nombre de feuilles de cette structure, j'ai n égale à 5. Si j'avais enlevé la liste, j'aurais simplement n égale à 2 parce que j'aurais supprimé cette partie-là, qui est la liste. J'espère que c'est bon pour la personne qui a posé la question. OK. Donc là, normalement, si vous avez compris ça, nombre de nœuds sera facile à comprendre puisque c'est exactement la même chose. Donc, nombre de feuilles, ici. Donc là, vu que c'est le nombre de nœuds, je vais simplement remplacer nombre de nœuds et ajouter, donc au lieu de retourner un n ici, je vais simplement l'ajouter, ajouter 1. Donc, je vais compter également le nœud racine. Donc, c'est-à-dire, au lieu de compter uniquement les feuilles, je vais compter également les nœuds internes. Donc, du coup, mon n que je cherche,
sera N1, pardon, plus 1. N'oubliez pas qu'il faut toujours utiliser le is pour faire des calculs dans vos prédicats, parce que si vous utilisez le égal, ça va échouer. Parce que égal fait simplement l'unification, alors que is va faire l'évaluation, ensuite va unifier. Bien sûr, je n'oublie pas de changer nombre de nœuds ici. Donc, ça revient à la même chose. Et là, ce que je vais faire, c'est... Oui? Il y a une question? Non? OK. Je fais un make. Et au lieu de chercher le nombre de feuilles, tantôt, on avait 5 comme nombre de feuilles. Normalement, comme nombre de nœuds, j'aurais pas dû effacer mon arbre, mais comme nombre de nœuds, j'aurais 1, la ligne qui est la racine, jaune, le premier enfant, métro, le deuxième enfant, puis 1, le troisième, 2, le quatrième, la liste vide, le cinquième, puis le nœud concaténation, le sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nœuds plutôt. 1, la ligne. 2, jaune. 3, métro. 4, la concaténation. 5, le 1, 2, le 6, puis la liste vide, le 7. Donc, je m'attends à avoir 7 nœuds dans cette structure. 8 ou 7. Bon, on va... je vais juste rapidement redessiner si je ne me trompe pas. Jaune, métro, la concaténation, 1, 2, la liste vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je manque encore une fois? OK. Si je fais nombre de nœuds de la liste simplement, qu'est-ce qu'il va me dire? 5. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Donc, je ramasse le nombre de nœuds. Ensuite, je somme que je mets dans N1. Puis, je fais N1 plus 1. Normalement, ça devait être... OK. Ça devait être 4 et non 5. Si j'ai fait 1, là, il me dit 3. Oui, 3, c'est tout à fait normal. 3, c'est tout à fait normal parce que j'ai la liste vide, 1, suivi de l'opérateur concaténation. Là, j'ai 3. Ensuite, lorsque je rajoute 2, normalement, je devrais avoir 4. Je ne sais pas pourquoi il me donne 5. Est-ce que si quelqu'un... Ah, si la concaténation fait partie des arguments dans une liste, avec quel ID on parle de chercher dans la liste? Ok, j'essaie de comprendre la question. Si la concaténation fait partie des arguments dans une liste, avec quel... non, juste pour Jean-Philippe, non, ça ne fonctionne pas qu'avec... je comprends ce que vous voulez dire. Oui, non, ça ne fonctionne pas juste avec les arbres binaires parce que j'itère surtout les arguments. Donc, l'arbre n'a pas besoin d'être binaire. L'arbre n'a pas besoin d'être binaire. On va faire un choix, on va faire un exemple tantôt sans la liste. Normalement, si je vais revenir à la question de Eric tantôt. Je suis en train de répondre à la question de Jean-Philippe. Ça ne marche pas uniquement sur les arbres binaires parce que si je fais ça, je remplace la liste ici et puis je mets maison, mettons. Donc, il me donne 4 auxquels je m'attends. Ligne qui a un nœud, jaune qui a un autre nœud, métro qui a un nœud, puis maison qui a un nœud. C'est plutôt sur la liste que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Eric me dit, si la concaténation fait partie des arguments dans une liste, avec quel
Oui, Eric, oui. On est en train de compter le nombre d'arguments d'un fondeur. Oui, nous sommes en train de compter le nombre d'arguments d'un fondeur. Mais le nombre d'arguments d'un fondeur, on le compte avec le ARG qui se trouve là. Pas le ARG, mais le fondeur qui se trouve là. Donc, lorsque je fais fondeur de 1, 2, j'ai fait ça tantôt, mais lorsque je lui demande le nombre d'arités, il me donne 2. Et si je mets une liste vide, qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, le nombre d'arités, c'est 0. Donc, je m'attendrai à avoir 3 nœuds. Donc, je m'attendrai avec 1, 2, ici, à avoir 4 et non 5. Ok, je dois revoir cette définition. Si quelqu'un a une idée, entre-temps, il peut communiquer en public. Mais je vais voir pourquoi ça ne marche pas avec une liste. Et je vais revenir là-dessus. Il faut que je me mette une note pour ne pas oublier. Pourcentage. Du coup, comme on est en ligne, je ne sais pas si ça fait du sens de prendre une pause ou je continue jusqu'à ce que je m'arrête. Parce que c'est la première fois que je donne un cours en ligne. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Quelqu'un, est-ce que je prends une pause ou je continue jusqu'à la fin? On peut continuer et finir plus tôt. Bon, là, c'est mitigé. Une pause. Ok, si je reçois encore deux personnes, je compte la majorité. Pause. Ok, encore. On continue. Bon, qu'est-ce que je fais là? Là, je suis mêlée. J'aurais pas dû poser la question. Ok, là, je suis mêlée parce que j'ai des pauses, j'ai des continues. Pause, s'il vous plaît. Pile ou face. Ouais, on va faire pile ou face. On continue, c'est mieux de faire pile ou face. C'est drôle, mais je vais me chercher une pièce, puis je vais faire un pile ou face. Mon Internet a des misères. Ok, ben pour la personne qui a des problèmes, je suis en train d'enregistrer la séance et elle sera disponible en ligne. Donc, je vais faire un pile ou face. On n'a pas le choix. Donc, pile, ça sera pour face, ça sera pour pause, puis pile, ça sera pour pas pause. Ok. Face. Face, c'était quoi déjà pause? Donc, oups. On va prendre une pause de, on va pas, on va prendre une pause de 5 minutes. Donc, je vais revenir à 30, 19h30. Ça va me permettre de faire un enregistrement moins long. Donc, je vais juste couper l'appel, mais je vous demanderai d'utiliser le même code. En fait, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de couper l'appel. Non, j'ai pas besoin. Voilà, je vais stop recording. Pause recording.